Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Appart. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines sur la chaîne Techno, un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons Clément Moreau, cofondateur de la société Sculteo. Clément Moreau est un ingénieur devenu chef d'entreprise. Tombé très jeune dans les nouvelles technologies, il fait ses premières armes chez Thomson. En 2009, il se lance sur le secteur totalement inconnu à l'époque de l'impression 3D. Cofondateur de la société Sculteo, Clément Moreau est aujourd'hui convaincu que l'impression 3D va révolutionner la fabrication et le commerce des objets de toutes sortes. Sculteo propose la création en ligne d'objets réels conçus à partir de modèles virtuels. Bonjour Clément Moreau. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'Appart. Alors, vous êtes le cofondateur de Sculteo, spécialisé dans l'impression 3D. Qu'est-ce que c'est que l'impression 3D? On en parle beaucoup en ce moment, mais on ne sait pas trop peut-être ce dont il s'agit. Alors l'impression 3D, c'est tout simplement un moyen de fabriquer des objets directement à partir d'un fichier. C'est-à-dire qu'on a des machines qui peuvent prendre un fichier 3D et donner des objets, très simplement, sans fabriquer d'outillage, sans rien, juste comme ça, en convertissant un fichier en un objet. Alors par exemple, toutes ces petites babioles que vous nous avez apportées, ce ne sont pas vos bibelots fétiches dont vous ne vous séparez jamais. Oui, vous ne mettez pas ça sur votre cheminée. Ah, pourquoi pas, Romain? Pas tous. Pas tous, mais quelques-uns. Voilà, ce sont des échantillons de ce qu'on peut fabriquer via votre site internet. Oui, donc ça, ce sont des objets qui ont été fabriqués par essentiellement des clients à nous, donc qui ont envoyé leur fichier 3D sur le site internet, et on a fabriqué l'objet dans nos machines. Donc on a un atelier à nous qui est dans les Pyrénées, à Haro précisément, dans lequel on a installé quelques machines d'impression 3D, et des gens qui travaillent derrière ces machines et qui donc fabriquent des objets uniques, et toute la journée des objets différents et uniques. Non, si je comprends bien, je suis à Marseille par exemple, je fabrique un fichier d'un objet 3D que j'aimerais que vous imprimiez en quelque sorte. Je le fabrique, ce fichier, avec mon ordinateur, etc. Je dessine en fait. Je le dessine en 3D, je vous l'envoie par mail, tout simplement, et avec ce fichier, vous allez pouvoir créer un vrai objet. C'est ça, c'est-à-dire que nos machines vont vraiment prendre le fichier 3D. Alors le fichier 3D, vous l'envoyez sur le site internet sculteo.com ou par mail à un des commerciaux, mais on peut le faire comme ça. Et la machine va prendre le fichier, va le découper en tranches, virtuellement dans son logiciel, et ensuite va fabriquer l'objet tranche par tranche en déposant des couches de plastique les unes au-dessus des autres. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une imprimante 3D, puisque ça fabrique les objets en construisant l'objet du bas vers le haut. Alors la prouesse technologique est intéressante, elle est même fascinante, de pouvoir comme ça créer des choses en 3 dimensions. Maintenant, concrètement, à quoi ça sert? Oui, et qui sont vos clients? Qui vous commandent des objets à imprimer? Alors, on a vraiment toutes sortes de clients. On a des particuliers, des professionnels, des petites marques, des grandes marques, des très grandes sociétés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce que change l'impression 3D par rapport à une fabrication normale, c'est que puisque vous fabriquez l'objet en ajoutant des couches de matière les unes au-dessus des autres, vous n'avez aucune contrainte dans la forme et vous n'avez pas besoin d'outillage. Quand vous faites un objet en plastique normalement, vous devez prendre un moule et vous injecter du plastique dedans. Et puisque vous avez besoin d'un moule, il faut fabriquer ce moule. Et ce moule, ça coûte très cher. Ça coûte entre 10 000 et 100 000 euros pour fabriquer un moule pour un seul objet. Oui, mais avec ce moule, on fait des millions d'objets, en fait. Et voilà, on fait 1 million d'objets, on fait 10 millions d'objets, et on a tout intérêt à faire 100 millions d'objets pour rentabiliser nos 100 000 euros de moule. Tandis que là, on peut en faire un seul si ça nous chante. Voilà, c'est ça la différence. On fait les objets un par un, ce qui fait que le client peut les personnaliser. Mais aussi, il y a une autre différence, c'est qu'on peut comme ça distribuer la production. On va pouvoir produire une partie des objets ici à Paris, une autre partie à Haro dans les Pyrénées, et puis un petit peu en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis. Donc ça évite les transports, en fait. Ça diminue beaucoup les transports. La logistique. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Quel type d'objet fabriquez-vous? À quoi ça sert? Aujourd'hui, on fabrique beaucoup d'objets personnalisés, puisque c'est une technologie qui permet de fabriquer les objets un par un. Il y a un gros intérêt de fabriquer des objets personnalisés. Donc par exemple, des coques de téléphone portable vraiment faites pour la personne, avec son profil, avec son nom, avec un message personnel pour sa chérie. Innovation pour laquelle vous avez d'ailleurs reçu un prix au CES de Las Vegas en janvier dernier. Oui, on a reçu le Best of Innovation Award dans la catégorie logiciel et applications mobiles. C'est-à-dire que le CES et l'organisateur du CES considèrent que notre application 3DP Case est la meilleure application mobile de l'année 2013. Alors Clément Moreau, revenons sur votre parcours d'entrepreneur. Quelles sont les dates importantes à vos yeux durant votre vie d'entrepreneur? Alors, ma vie d'entrepreneur, elle est relativement courte, donc on va pas forcément revenir sur les 30 dernières années. Par contre, donc moi je suis ingénieur, je suis sorti de Centrale en 2001,
Et en sortant en 2001, j'ai intégré Inventel, qui était une petite société. J'étais le 25e employé de cette société, pour faire du Bluetooth avec Eric Carrel. Donc, le Bluetooth, qui était une technologie avec laquelle on pensait faire de l'accès Internet mobile, et il se trouve qu'on n'en a jamais réussi à en faire. Donc, on a passé quelques années à essayer ça. Et puis, en 2003-2004, on a eu des succès avec France Télécom pour faire la Livebox, entre autres. En 2005, le groupe Thomson s'est intéressé à Inventel. On était à ce moment-là 75, donc la société avait déjà bien grossi. Donc moi, je suis sorti du groupe Thomson en 2009 pour créer Sculteo, avec vraiment l'ambition de partager l'impression 3D avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait trouvé cette technologie tellement sympathique en l'utilisant à l'intérieur du groupe Thomson qu'on a eu envie de faire profiter plus de gens. Et aujourd'hui, Sculteo, c'est combien de personnes? Ça représente quoi? Sculteo, c'est une petite vingtaine de personnes aujourd'hui. On vient de finir un tour de table en fin novembre qui nous a permis de lever 2 millions d'euros avec Xange Private Equity et des business angels. Donc, ce qui nous donne une perspective intéressante et qui nous donne les moyens de développer commercialement la société à l'étranger, essentiellement aux États-Unis. Donc là, on part aux États-Unis, on installe un bureau à San Francisco, puisqu'on fait déjà 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, à peu près sans rien faire. Donc on se dit que c'est peut-être le moment d'y aller et d'essayer de faire croître vraiment cette part. Y aller et rester en France ou peut-être quitter la France? Alors pour moi, dans l'immédiat, rester en France. On envoie une collaboratrice qui va prendre en charge le business développement là-bas. Et c'est facile de devenir entrepreneur lorsqu'on a une formation d'ingénieur en France? Alors, vous avez switché facilement? Devenir entrepreneur, oui c'est facile, c'est le rester qui est un peu plus compliqué, parce que c'est ça qui est vraiment compliqué. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'il faut que la société survive, et puis il y a tellement de choses à faire quand on est à la tête de la société qu'on peut se faire avoir. Clément Moreau, justement. Est-ce que vous avez eu des échecs durant votre carrière d'entrepreneur, des fails comme on dit dans cet appart? Alors, moi je voudrais vous raconter le début de Sculteo. Donc, comme je vous disais, on a souhaité partager cette technologie avec tout le monde, et on y allait un peu la fleur au fusil. On s'est dit, c'est super, tout le monde a envie de faire ses objets personnels, tout le monde a envie de faire ça. Donc, ce qu'on a commencé par faire, c'est un site internet extrêmement simple, qui était d'un design quasi aussi simple que celui de Google, c'est-à-dire juste une boîte au milieu et puis c'est tout. Et l'idée c'était, vous envoyez un fichier 3D, nous on vous fait l'objet. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de fioriture. Et puis on s'est rendu compte qu'on s'était quand même un peu pris les pieds dans le tapis, parce que tout le monde avait envie de ça, mais personne n'y allait. Donc moi je passais mon temps à faire des salons et à expliquer à des gens, c'est super l'impression 3D, regarde ça te permet de faire des beaux objets comme ça, vraiment. Les gens me disaient, mais c'est magnifique ce que vous faites. Et on ne revenait jamais sur le site web. Et on n'avait pas de clients. Alors pourquoi on n'avait pas de clients? Parce que les gens avaient envie de ça. Les gens avaient envie de personnaliser leur environnement, envie de créer, mais n'avaient pas l'énergie de le faire. Et c'est ça ce qu'on avait oublié. On avait oublié de se dire, bah oui, mais créer, c'est un... Tout le monde n'est pas un artiste. Tout le monde n'est pas Picasso. Tout le monde n'est pas Stark. Tout le monde n'est pas Picasso. Et même si je vous donne des super pinceaux ou un crayon de papier, vous n'allez pas réussir à faire... Enfin, peut-être que vous y arrivez, mais moi, j'y arrive pas. C'est peu probable. Quand moi, on me donne un crayon de papier et une feuille de papier, j'arrive à faire une patate, à peu près, et à écrire mon nom. Alors que ce qu'il faudrait, c'est être capable de dessiner un canapé comme celui sur lequel on est assis. Ouais. Voilà. Et ça, on l'avait oublié. Et quand on regarde un peu en arrière, c'était assez évident. Et donc maintenant, vous proposez des modèles? Voilà, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on s'est dit, le design c'est une affaire de professionnels. Donc on a fait rentrer les designers professionnels dans l'histoire. On a fait rentrer Jean-Louis Fréchin, François Brumand, on a fait rentrer des gens qui ont réfléchi à ce que c'est que l'impression 3D, qui ont réfléchi à ce que ça change. Et là, ils ont pu vraiment nous aider, amener des réflexions sur des produits, se dire, ces produits qu'on veut personnaliser, comment on va les personnaliser? Est-ce qu'on reste dans simplement mettre une photo et faire quelque chose de kitsch, ou est-ce qu'on apporte quelque chose de plus? Voilà. On va parler maintenant de l'innovation d'une manière peut-être plus générale. Quelle est votre vision sur l'innovation? Alors dans votre domaine ou dans un autre domaine? Alors moi je suis impressionné vraiment par deux choses. Une chose qui est le business des objets personnalisés. C'est absolument incroyable, et même si on ne parle pas d'impression 3D, c'est absolument incroyable de voir le business que ça représente. Oui, les coques de téléphone, les coques de téléphone, les t-shirts, les chaussures, ces choses-là.
Et si vous regardez par exemple ce qu'a fait Nike avec Nike ID, ils publient même plus leurs chiffres tellement ils font d'argent avec. Ils ont publié leurs chiffres la première année quand ils l'ont lancé. Ils ont fait à peu près 100 millions de dollars en vendant des baskets qu'ils appellent personnalisées. Oui, c'est-à-dire qu'on va sur le site et on fabrique sa paire de chaussures en changeant les couleurs, etc. Voilà. Et vous venez de le dire, on fabrique sa paire de chaussures. Alors, moi, de mon point de vue d'ingénieur, vous n'avez pas fabriqué votre paire de chaussures, vous avez simplement changé des matériaux dans une gamme de choses. Et pourtant, vous, le vocabulaire que vous venez d'employer, c'est j'ai fabriqué ma paire de chaussures. Oui, parce et qu'on c'est a ce la que les gens fierté pensent. de créer en fait sa propre paire de chaussures, quoi. Voilà, vous avez créé la vôtre. Qui vous ressemble. Ouais. Donc ça c'est absolument extraordinaire. Ça marche terriblement. Et si vous regardez, ça existe dans tous les domaines. Ça existe. Vous pouvez faire des M&M's personnalisés avec vos initiales pour votre mariage. Vous pouvez faire des tas de choses comme ça. Et ça, c'est une vraie innovation. Alors, les vraies innovations qu'il y a derrière, elles sont... il y a beaucoup d'Internet là-dedans. On n'aurait pas pu faire ça sans Internet. On n'aurait pas pu faire ça sans les fabrications numériques. On n'aurait pas pu faire ça sans un tas d'innovations qui sont cachées derrière tout ça. Ça, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. Et la deuxième, c'est cette idée que derrière les réseaux sociaux, il y a énormément de technologie, qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, mais il y a des résultats scientifiques et des résultats mathématiques très neufs, très nouveaux, des démonstrations qui datent de 2007, 2008, 2009, qui sont à la base de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans Facebook, c'est-à-dire récupérer un graphe et naviguer dans un graphe comme ça. Alors ça c'est pareil, moi je trouve que c'est... Avec un côté un peu inquiétant, parce que on se demande si du coup quelqu'un a encore une vision claire du côté humain de la chose. Ou alors, je ne vais pas faire jouer la peur de Big Brother, mais il y a un peu de ça quand même. Est-ce que la bête ne va pas échapper à son créateur ? La bête, non, je ne crois pas qu'elle va échapper à son créateur, mais ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a des nouveaux résultats scientifiques, il y a des nouveaux algorithmes qui permettent de naviguer dans un graphe de manière extrêmement efficace. Et c'est-à-dire, alors quand on dit naviguer dans un graphe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chercher les amis de vos amis, faire la moyenne des goûts de vos amis, des amis de vos amis, par exemple. Et ça, c'était pas simple avant. Et aujourd'hui, grâce à des résultats extraordinaires, c'est devenu extrêmement simple et Facebook s'en sert énormément, Google s'en sert énormément. Sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache et puis sans que ça transparaisse vraiment, puisque vous avez sans doute l'impression que programmer Facebook, bon, c'est qu'une histoire de bonne idée. Mais non, ce n'est pas qu'une histoire de bonne idée, il y a vraiment de la science derrière ça. Clément Moreau, quel geek êtes-vous ? Tout d'abord, côté smartphone, plutôt iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone ? Alors, aujourd'hui, iPhone, j'ai toutes les versions d'iPhone depuis le 3GS, ce qui est très pratique d'ailleurs, puisqu'on fabrique des coques pour téléphone, et donc on a besoin de les clipper sur les téléphones. Ah oui. Comme ça, vous testez vos c'est la seule solution pour que ça marche d'ailleurs. Donc iPhone, évidemment, avec une passion pour ce qui est fait par Apple, même depuis les dernières années. Et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn ? Très peu Facebook, j'ai jamais trouvé le temps. Twitter et LinkedIn. Typiquement Twitter, vous êtes un gros consommateur de Twitter. On a eu pas mal d'invités qui mettaient en avant le fait que c'était une source d'information pour eux, comme un vrai média. Quelle est votre réflexion sur ce sujet, sur Twitter ? Alors, pour moi, c'est essentiellement la méthode pour lire les informations. Donc, de la même manière que je n'ai pas le temps de publier sur Facebook, je trouve assez peu le temps de publier sur Twitter. Donc, ouais, assez peu. Je retweete de temps en temps. Et merci beaucoup, Clément Moreau. Au revoir. Et longue vie donc à Sculteo. Et merci de nous suivre donc toutes les 2 semaines pour l'appart sur la chaîne Techno. À bientôt. Salut à tous.